ressourcerie de l'écrivain. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait d'update lecture avec une thématique. Et ce sont vraiment les updates lecture que je préfère faire plutôt que de mettre plein de livres très différents dans un update. Donc il n'y aura que 4 livres que je vais présenter, qui sont pour la plupart des stand-alone. C'est pas forcément estampillé du genre de la romance. La romance y prend une part importante, même si c'est pas forcément le centre de l'histoire. Je vais commencer par bâcher joyeusement le premier tome de Reaper's Motorcycle Club de Johanna Wild. Je me permets de le faire parce que c'est une autrice qui est américaine, donc si elle a été traduite, c'est que ça a marché. C'est pas moi qui va l'empêcher de remplir son frigo. Donc, en fait, dans cette update lecture, il y a 2 livres qui vont parler de romance contemporaine avec des bikers. Je vous avouerai que j'ai une petite envie de regarder de nouveau Sons of Anarchy. Je crois que j'ai découvert que c'était sur Disney, il me semble. Je les ai découverts pas forcément à la sortie, quelques années après. Enfin, quand c'était fini, toujours. Je sais que j'avais tout bouffé d'un coup, parce que j'ai une petite tendance à binger. Et c'est une série que j'ai vraiment aimée, même si le côté tragédie grecque m'a un peu gonflé, je vous avouerai. Parce que ça allait un petit peu... On allait de plus en plus dans le too much, vous voyez. Je vous mets un petit lien vers Sons of Anarchy si ça vous dit. Donc, et tout est disponible sur Disney+, il me semble bien. Donc, première lecture, j'ai pas abandonné le livre que j'ai lu jusqu'au bout, mais j'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc, Reaper's Motorcycle Club de Johanna Wild. Je l'ai lu en numérique. C'est de Johanna Wild. Il y a 9 livres dans la série, dont des novellas. Je vous mettrai le lien vers la série sur Booknode. Merde, comment on fait? Voilà, Reaper's Motorcycle Club. Il y a... Premier livre s'appelle Possesseur, deuxième Protecteur, troisième Corrupteur, quatrième Défenseur, cinquième Adorateur, et ensuite on est sur des choses qui ne sont pas traduites, à savoir Reaper's Fire, Shades Lady, Rome's Chance, donc Rome, comme la ville, et Elise Triumph, Ellie, hein, mais pas Elise. J'ai un accent pourri en anglais. On est donc dans l'univers des bikers et les bikers qui font partie des 1%, donc des criminels. Je vous lis le résumé du premier tome. Donc je savais que ça allait être qu'il y aurait eu du smut. Je pensais pas qu'il y en aurait tant que ça. Et c'était pas très... J'ai pas mal râlé quand je l'ai lu. Le premier tome. Marie n'a pas besoin d'une complication comme Horse dans sa vie. Ce motard, couvert de tatouages et dénué de scrupules qu'elle a croisé une fois chez son frère, n'est pas de cet avis. Il veut Marie sur sa moto et dans son lit. Vous me direz qu'avec ce résumé-là, normalement, j'aurais dû capter. Pourtant, malgré les orgasmes incroyables que Horse lui procure, elle refuse d'appartenir à qui que ce soit. C'est alors que le gang de Horse, le Reaper's Motorcycle Club, découvre que le frère de Marie leur a volé de l'argent. Seule la jeune femme peut le sauver à condition de donner à Horse ce qu'il désire, tout ce qu'il désire, avec un, vous savez, je sais pas faire de clin d'œil. Vous voulez un petit extrait? Alors, pourquoi t'appelle-t-on Horse? Parce que je suis montée comme un cheval, répondit-il avec un petit sourire. Voilà, j'ai résumé le truc. Je vous fais un résumé à la Sifoel, c'est-à-dire rapido. Rapido bilou. Marie, c'est une nana qui bossait, je sais plus quoi, elle bossait dans des crèches. Elle est en couple et mariée depuis plusieurs années avec un mec qu'elle a rencontré à son lycée, qui a une petite tendance à la tromper à tour de bras et à lui foutre sur la gueule. Donc le jour de la gifle de trop, on va dire, elle se barre, elle retourne chez sa mère. Sa maman, c'est une femme qui a des problèmes d'alcoolisme et qui est en prison parce qu'elle a failli rouler sur des flics avec sa voiture.
Et son frère, c'est un gars qui consomme énormément de marijuana et qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. C'est un petit génie de l'informatique et comme c'est un petit génie de l'informatique, il bidouille un peu les comptes des clubs et compagnie. Je pense qu'il participe à du blanchissement d'argent. C'était pas du tout précis, on ne sait pas trop ce qu'il faisait pour le club. Je trouve que c'était mal expliqué. Donc, la manière dont ils se rencontrent, c'est que le club est parti voir... Ah oui, déjà c'était hyper mal goupillé parce qu'il y avait l'action qui se déroulait maintenant et il y avait après, il y avait aussi des parties qui se déroulaient avant, mais c'était mal foutu et ça se répétait. Enfin, les flashbacks se répétaient, ça rapportait un petit peu d'informations, de précision, on va dire, sur les tenants et les aboutissants, mais je trouve que c'était un peu brouillon, quoi. Et donc, la manière dont ils se rencontrent, Marie et Horst, je crois qu'il s'appelle John ou un truc comme ça, ou Tom, il a un nom très lambda. Marie, donc, elle est retournée vivre chez sa mère où vit aussi son frère. Ils sont tous adultes, hein. Marie, elle a une petite vingtaine. Voire 25, je sais plus. Et en fait, elle a fait un gros coup de ménage chez sa mère dans le mobil-home parce que son frère qui vit tout seul, parce que la mère est en prison, est un gros crado. Et comme elle a eu un coup de chaud, elle est partie prendre le soleil en bikini sur la table de pique-nique. Donc un peu en mode ah, j'en peux plus, enfin je vais me poser un peu au soleil. C'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs bikers qui arrivent pour discuter avec le frère dont j'ai oublié le nom. Je ne chercherai pas, je m'en souviens plus. Et en fait, on sent que le mec il bosse pour eux, mais il ne fait pas partie de leur gang. C'est pas un prospect, c'est pas un aspirant, c'est un partenaire. Sauf que ce petit trou du cul, qu'est-ce qu'il fait pas? C'est qu'il va détourner de l'argent. Il leur a fait gagner beaucoup d'argent. Apparemment, il leur a fait gagner des centaines de milliers, voire... Mon chat est remonté sur le canapé, je pense. Elle a que 3 pattes, donc c'est dur. Il leur a fait gagner beaucoup d'argent, mais il en a détourné un petit peu, et un peu plus, et un peu plus, et ça a fini par faire une certaine somme. En théorie, ce que les bikers devraient décider de faire, c'est d'abattre ce mec-là parce que c'était trop la honte de se faire rouler par le mec qui fait la compta, quoi. Et en fait, comme Horst, il a déjà rencontré Marie, parce qu'ils se sont déjà reliqués à moitié chauffés, alors le niveau de tension sexuelle passe direct de 0 à 100. Et leurs neurones doivent fondre, hein, je précise. Donc... Horst, ce qu'il dit, c'est bon, je suis pété de thunes, je rachète la dette, mais j'enlève Marie. Marie, elle va venir avec moi. Donc, il dit ça pour la protéger, en théorie. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, ils ont déjà plus ou moins couchouillé ensemble. Ils n'arrêtent pas de on dirait un caniche en rut, en fait. Vous voyez, le petit chien qui est tout le temps en train de vous monter sur la jambe. Ils sont comme ça. Je vous donne envie, hein. Et en fait, il lui a proposé, parce qu'ils sont tellement in love, non, ils sont pas in love, ils baisent. Il lui a proposé de devenir sa régulière. Elle n'a pas du tout les codes de ce qu'est le club. Elle vient de sortir d'une relation qui était compliquée. Donc, elle dit non. Elle veut pas. Enfin, elle vient juste, mais genre, elle a posé ses bagages il y a 3 jours. Hein. Et donc elle veut pas, donc l'autre il est vexé, donc l'autre il l'enlève. Et en fait elle va faire un peu la bobonne chez lui, elle va faire à bouffer, elle va servir de petit animal de compagnie sexuelle aussi. Donc on a un biker vexé, une fille qui essaye de protéger son frère, qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe non plus, et ça baisse beaucoup, à peu près partout, à peu près dans toutes les positions, dans toutes les pièces, lisez pas ça, c'est mal écrit. Et j'ai été jusqu'au bout quand même, mais j'ai pas mal gueulé. Mais heureusement, le livre était pas très long. J'ai détesté. Franchement, j'ai pas aimé du tout. T'avais une image de la femme qui était ultra dégradante.
Pourtant, je suis pas très regardante, on va dire. J'ai un seuil de tolérance qui est assez important, je pense. Mais alors là, ça passait pas du tout. Je lirai pas la suite. Est-ce que vous voulez des petits extraits? Attendez. Heureusement, Horse a reparu, cheveux mouillés et plaqués à l'arrière. Sans sa queue de cheval, il lui arrivait jusqu'aux épaules. Il portait juste un bas de survêtement en mode taille basse. Bon sang! Je me suis perdue dans le spectacle qu'offrait Horse, savourant la splendeur de son corps nu, tatoué et musclé. Il a rompu le charme. Content que tu apprécies? Hein? Quoi? Ai-je demandé, un peu honteuse. Mon corps? M'a-t-il rétorqué, sourire moqueur aux lèvres. C'est le dernier que tu vas pouvoir regarder ou baiser, alors autant que l'emballage soit à ton goût. Ami de la poésie, bonjour. On va passer à quelque chose de beaucoup mieux. Première fois, je pense que je lis un livre autopublié. Donc j'ai déjà, je l'ai dit ici, moi j'écris des fanfictions et des écrits originaux que je publie sur diverses plateformes. Et j'ai déjà lu et bêta-lu, c'est-à-dire lire pour corriger, proposer des axes éventuellement d'amélioration à ma mesure. Donc j'ai déjà lu des textes qui sont en cours de travail. Et là, donc c'est un texte qui est autopublié par son autrice, Sarah Fay, et qui, je pense que c'est son premier livre. Vu les dates, je pense que c'est un bébé confinement, on va dire. Et c'est une romance aussi, et on n'est pas du tout dans un univers biker, parce qu'elle est en train d'écrire une série sur les bikers qui me fait de l'œil, et franchement, c'est une bonne surprise. Je voulais donc vous parler de Accord conclu. Donc Sarah Fay, elle a écrit 13 livres. Selon Booknode, il y a 2 séries, il y a Crush and Love et The Killing Vipers. Et sinon, elle a écrit plusieurs one-shots et je crois qu'elle a signé un contrat d'édition, ce qui est très bien. Je vous lis le résumé. La vie n'est faite que d'accords. Mon travail, mes copines et mes coups d'un soir, voici ce qui résume ma vie. Mais Raphaël, avec qui je passe une nuit torride, vient chambouler tous mes plans lorsqu'il devient mon responsable alors que je convoitais ce poste. Nous décidons de faire table rase du passé et de travailler ensemble comme si de rien n'était. Pourtant, je perds peu à peu le contrôle de mon quotidien millimétré. Car comment résister à son charme? Réussirai-je à rester la professionnelle que je suis en ne succombant pas à cet homme qui a tout de monsieur parfait? Bon, je vous avouerai qu'il est parfait. Alors, j'ai pas été je l'ai lu sous format numérique parce que je l'ai acheté sur son site, il me semble, ou je l'ai peut-être récupéré en m'inscrivant à sa newsletter. Je vais vous faire un résumé je vais essayer de pas spoiler. Alors, c'est un livre qu'il faut vraiment lire jusqu'au bout parce que dans le premier quart, on va pas trop comprendre ce qui se passe dans la tronche de Léa, qui est le personnage principal. Donc Léa, elle est chargée de communication dans une grosse entreprise d'agroalimentaire. Elle travaille à Paris, c'est une bosseuse, comment dire, elle convoite en fait un poste de chef qui va lui passer sous le nez. Et Léa, c'est aussi une petite nénette elle a des copines, elle sort le week-end, elle va en boîte et compagnie. Et si vous voulez, elle a une sexualité, je dirais pas débridée parce que ça serait la juger, mais si elle a envie d'avoir une relation sexuelle d'un soir avec un homme, elle va avoir son petit coup d'un soir comme elle le dit. Ça la dérange pas d'aller draguer, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut, elle le montre, elle est sûre d'elle. Ça, c'est ce qu'on nous montre au début. Et en fait, Léa va rencontrer du coup un gars dans un bar, ils vont coucher ensemble et il va y avoir une attraction, un désir, un plaisir au cours de cette nuit qui va être significatif pour les deux. Mais Léa, elle se dit, moi je veux pas m'engager. Et ça, elle en démord pas, du je veux pas m'engager. Eh ben, je ne sais pas comment vous le dire parce que à la fois il n'y a pas d'élément de surprise là-dessus, donc je pense que je vais vous le dire quand même. En fait, le dernier gars avec qui elle a couché, Raphaël, va se révéler être son... Voilà, c'est dit dans le résumé, donc je peux vous le dire. Raphaël se révèle être son chef de service qui a donc piqué le poste qu'elle convoitait.
Et en fait, quand elle a appris qu'elle n'était pas prise pour ce poste-là, si vous voulez, elle était un peu à grogner, à dire oui, bah, le chef, quand il va arriver, je vais lui en faire voir, en gros, enfin, fait chier, quoi. Donc, un peu mauvaise joueuse. Et du coup, on se dit, mais là, si c'est son coup d'un soir qui arrive, est-ce qu'elle va être aussi mauvaise joueuse? Et essayer de lui en faire voir de toutes les couleurs pour montrer qu'elle n'est pas contente. Sachant que c'est pas un gars qui a monté les échelons dans son entreprise, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'elle ne connaissait pas personne, enfin, c'est un nouvel employé. Et du coup, on a un truc où elle, tout de suite, a dit non, stop, je veux pas terminer, c'est un coup d'un soir, je ne retournerai pas avec lui. Mais elle est très gênée de travailler aux côtés de ce gars-là, qui est... il est charmant comme mec. Je trouve que par moments, il a pu paraître un petit peu injuste par rapport à elle, mais Léa envoyait aussi énormément de signaux différents parce que elle vit librement sa sexualité, elle le désire, ça commence à tourner un peu à l'obsession. Je vous précise aussi, il y a quelques scènes de smut, donc quelques scènes sexuelles, mais c'est 4 ou 5, c'est pas toutes les 3 pages et ça dure pas 15 pages. C'est bien écrit, moi je les ai trouvées bien écrites. Et je trouve que il y a un côté très feel good aussi dans ce livre-là. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce livre-là, c'est que en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est la réaction du lectorat par rapport à Léa. Parce qu'on a une jeune femme qui, je crois qu'elle a 28 ans, lui, il doit être un petit peu plus âgé, il doit avoir 32 ans, un truc comme ça. Et si vous voulez, son comportement avec les hommes, le fait de ne pas vouloir s'engager, le fait de vouloir vivre librement sa sexualité, d'avoir tout le temps la tête dans le guidon au travail, il y a des raisons derrière tout ça. Et ce que j'aimerais savoir en fait, c'est vraiment la réaction du lectorat par rapport à cette femme-là. Parce que est-ce qu'on va être dans le jugement, genre ah c'est Marie, couche-toi là, etc. Ou est-ce qu'on va essayer de la comprendre? Et moi j'ai eu envie d'essayer de la comprendre, comme Raphaël a eu envie d'essayer de la comprendre. Et après, il y a le truc qui est drôle, c'est que Sarah Fay, l'autrice, elle utilise pas mal les codes, voire même les clichés de la romance en les utilisant ou en les détournant, parce que moi, ce que je trouvais, c'est que les rôles étaient presque inversés dans ce couple, entre Léa qui a une vie sexuelle qu'elle assume totalement, et Raphaël qui, au contraire, lui, il assume aussi complètement sa vie sexuelle, mais il est beaucoup plus passif au niveau de la drague quand ils se rencontrent. Et clairement, Léa, elle le surprend. Et lui, il est plus à vouloir s'engager dans une relation. Parce que les deux, en fait, je spoil pas, mais les deux ont été en relation longue avant, mais ça s'est pas terminé du tout pareil. Je dis pas plus. Ils ont des vécus différents. Et Raphaël, il va être très patient avec Léa. Léa qui à un moment ne sait juste plus ce qu'elle veut, ce qui fait qu'elle lui envoie plein de signaux différents. Et si vous voulez, le truc qui est... Puis elle est têtue. Léa, elle est vachement têtue aussi. Et elle veut pas souffrir. C'est ça en fait. Elle est à fond dans l'évitement. Et il y a deux copines. Léa, elle a deux copines. Une copine qui va se marier, Constance, et Nina qui est une... merde, je sais pas comment le dire. Une espèce de conseillère en relation sentimentale. Je sais pas comment le dire en mieux. Elle conseille les gens qui veulent devenir en couple, de se mettre en couple avec quelqu'un. Et si vous voulez, Nina, pareil, elle aimerait bien trouver quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un un coup d'un soir. Et Constance, elle va se marier, donc c'est autre chose. Et il y a donc Sarah Fay, elle joue vraiment avec les clichés. C'est donc déjà le côté relation patron-employé ou chef subalterne, c'est un cliché, mais c'est tourné un peu différemment. Le côté mariage, il y a des scènes qui sont assez drôles aussi. Et je trouve que c'est bien écrit, franchement. Franchement, c'est une bonne surprise. Je pense qu'il faut vraiment... J'avais lu un des commentaires qui disait qu'il fallait passer le premier quart. Parce que c'est vrai qu'au tout début, moi, j'avais du mal à
à être empathique en fait avec Léa parce que je comprenais pas trop ce qu'elle voulait. Mais je pense aussi parce que Léa elle-même, donc le personnage principal, ne savait pas trop non plus ce qu'elle voulait. Elle savait surtout ce qu'elle voulait pas, mais elle savait pas ce qu'elle voulait. Et bref, j'ai trouvé ça vraiment... c'est une très très belle histoire, je trouve. J'étais très contente de le finir là tout à l'heure. Je l'ai lu en 2 jours, ça se lit vite, hein, il est assez court. Et il est en vente sur le site internet de Sarah Fay, que je vais vous mettre en barre d'information si vous voulez l'acheter directement sur son site, en broché ou en relié. Il est en vente sinon en e-book sur Amazon. Parce que du coup, Sarah Fay est une autrice autopubliée et je vais la suivre, clairement. Mais je vous ai dit, moi, j'ai envie d'écrire des romances, donc il faut que j'en lise. Il faut que j'en lise pour pouvoir faire le tri dans ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Donc, Reaper's Motorcycle Club, non. Mais Accord conclu, oui. Oui, carrément. Même si... Enfin, franchement, ça peut clairement m'inspirer sur certaines choses. C'est un truc très moderne, on voyage un petit peu, on est à Paris, on va à Bruxelles. Non, franchement, c'est très sympa. C'est une bonne lecture doudou que je vous conseille grandement. Je vais vous parler également de La Bonne Chance de Rosa Montero, qui, alors là, je vais devoir faire travailler ma mémoire. C'est un livre que j'ai acheté à l'occasion des OP All-Star, qui était organisé par une association qui existe toujours, mais les OP n'existent plus, où en gros, je crois que c'était au mois de juin, ils proposaient pendant quelques jours des très grosses promotions sur des e-books. Donc c'était un travail en partenariat avec plusieurs maisons d'édition sur le numérique. Et du coup, moi j'en avais très largement profité sur 1 ou 2 ans. Ça a dû avoir lieu pendant 3 ans, mais ça s'est arrêté. Je suis toujours sur leur serveur Discord en veille parce qu'ils ont dit qu'ils travaillaient sur autre chose. Donc je vous tiendrai au courant si quelque chose d'autre émerge de ça. La Bonne Chance de Rosa Montero. Je vais vous lire le résumé Babelio comme d'habitude. Parce qu'à l'origine, en fait, il me semble bien que donc, La Bonne Chance de Rosa Montero, ça a été publié en 2021 aux éditions Métellier. Il me semble que c'est pas du tout une maison d'édition de romance, on est plutôt sur de la littérature blanche et très honnêtement, dans cette histoire-là, je ne m'attendais pas à voir de la romance. J'ai été surprise, mais je ne vous en dis pas plus, je vous lis le résumé. La joie est une habitude. Qu'est-ce qui pousse un homme à descendre d'un train à l'improviste et à se cacher dans un village perdu? Il veut recommencer sa vie ou en finir. Il fuit quelqu'un ou quelque chose, peut-être lui-même. Le destin l'a conduit jusqu'à Pozzo Negro, un ancien centre minier désormais à l'agonie. Devant chez lui passent des trains qui peuvent être son salut ou sa perte, tandis que ceux qui le cherchent sont à l'affût. La chute semble se rapprocher. Mais dans ce lieu maudit, cet homme fait aussi la connaissance de gens comme la lumineuse, généreuse Raluca, un peu cinglée peut-être, qui peint des chevaux et a un secret. Ici, tout le monde a un secret. Certains plus obscurs et dangereux que d'autres, quelques-uns ridicules. Parce que la vie est aussi une comédie, et certains font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, ou cachent leurs véritables intentions. C'est le grand jeu des mensonges. Une intrigue ensorcelante, d'une précision d'horloge, dévoile peu à peu le mystère de cet homme et, ce faisant, nous montre une radiographie des désirs humains. La peur et le calme, la culpabilité et la rédemption, la haine et la passion. Ce roman parle du bien et du mal et de la façon dont, malgré tout, le bien l'emporte. C'est une histoire d'amour, tendre et fébrile, mais aussi d'amour de la vie. Parce que, après chaque défaite, il peut y avoir toujours un nouveau début, et parce que la chance n'est bonne que si nous le décidons ainsi. Alors, je pense vraiment que c'est une histoire de littérature blanche. Bon, d'après le résumé, vous allez griller directement quels personnages vont être concernés par cette romance. Mais en gros, le personnage masculin, je vais essayer de choper son nom parce que je m'en souviens plus. Pablo. Le personnage masculin, Pablo, c'est un espèce de cadre dans une grosse entreprise qui doit se rendre à une genre de grosse conférence, enfin les grosses réunions là.
Et cette conférence-là, c'est au terminus de sa ligne de train. Sauf qu'il décide de descendre avant. Il ne prévient personne. Je ne sais plus s'il éteint ou s'il jette son téléphone. Mais vous voyez, tout ça, ça parle un petit peu de... Enfin, moi, j'ai pensé au suicide ou aux pensées suicidaires. Il arrive dans Pozzo Negro, qui est un petit trou perdu. C'était une ville minière, mais il n'y a plus de mines. Donc, c'est une cité dortoir. Les gens vivent plus vraiment là, ils dorment là seulement. Et c'est très précaire. Donc, Pablo, cet homme-là, qui est un très gros cadre dans une grosse entreprise, qui est donc d'un milieu social, enfin, il est aisé, il arrive dans ce petit bled paumé. Il trouve un petit appartement à louer qu'il loue. Et il va s'installer là. Sauf que c'est un appartement qui n'est pas meublé. Il dort par terre. Il dort dans ses vêtements. Il dort dans ses vêtements. Il va s'acheter 2-3 trucs à bouffer à la supérette du coin et il bouge pas. Il reste allongé par terre à regarder le plafond en gros. Donc on sent bien qu'il y a une grosse anguille sous roche. On ne sait pas ce que c'est. L'autrice décrit plus des petits symptômes comme ça d'une souffrance qui est immense que réellement ses pensées. Parce qu'on va apprendre tard qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il décide de descendre du train avant, qu'il ne prévienne personne. Parce que enfin là en gros il va être porté disparu. Donc il y a la police qui va le chercher. Mais pas que. Enfin, la police qui va le chercher, mais vous devez le savoir, les disparitions d'adultes, l'adulte peut faire le choix de disparaître. Donc, quelle est l'enquête qui peut être menée? Surtout que là, on se retrouve en Espagne, donc je ne sais pas si sur le plan légal, c'est tout à fait la même chose. Et bref, vous voyez que c'est hyper fragile comme ça sur les premiers jours qu'il passe là-bas. Et il va rencontrer, il me semble, 2 personnes dans c'est un petit immeuble vraiment à la limite de l'insalubre. Il va rencontrer Raluca, qui, je me demande si c'est pas une femme qui est d'origine gitane, qui est sédentarisée, et une vieille femme aussi, qui je crois ne peut plus sortir de son appartement parce que elle a un déambulateur et il y a des escaliers en gros, donc elle peut plus bouger. Et Raluca, elle se rend compte que le petit voisin, là, il y a un truc qui cloche. Donc elle va lui filer un coup de main. C'est des petites bêtises au début. Hein. Elle va se rendre compte qu'il n'est pas meublé. Donc comme elle connaît du monde, on va lui filer des plaques de cuisson, on va lui filer un matelas, des trucs comme ça. Et petit à petit, en fait, de manière assez intrusive quand même, mais enfin, c'est un espèce d'envahissement bienveillant. Elle va commencer à se rapprocher de lui. Et ils sont pas du tout du même milieu social. Hein. Elle est assez perchée, Raluca. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui est très timide et d'autant plus qu'il traverse quelque chose de pas très drôle, de pas drôle du tout, qui le dépasse complètement et c'est pas du tout quoi faire de ça. Je vous dis pas, ça serait un spoiler, mais il a quelque chose de lourd à vivre qui peut en quelque sorte le menacer et il sait absolument pas quoi faire avec ça. Il sait pas du tout quoi faire avec ça. Et ouais, je vous en dis pas plus. Donc ces deux-là se rapprochent un petit peu, petit à petit, ça passe par de l'amitié. Ils se laissent approcher au final. Et cette espèce de petit village qui meurt, un petit village où il y a plus grand monde, un petit village où il n'y a pas de boulot, où les bâtiments, ils sont peut-être pas en ruine, mais il y a une décrépitude ambiante. Ça va commencer à lui rentrer dans la peau, comme on dit. Je crois que c'est une expression anglaise, ça. Et il va commencer à s'ouvrir, au final. Et franchement, j'ai été étonnée. Moi, j'ai vraiment pris ce bouquin-là par curiosité parce que j'aime bien de temps en temps aller... je lis plus des livres d'imaginaire, un petit peu de romance, romans historiques aussi éventuellement. Puis la romance, j'en lis un peu quand même.
Mais ce bouquin-là, je me suis dit, bah tiens, il y a quand même une accroche qui est assez originale. Et franchement, oui, ça l'est. Et je trouve que ça fait partie de ces livres qui sont vraiment feel good. J'en attendais pas grand-chose parce que je connaissais pas du tout l'autrice. Je n'ai lu que ce livre d'elle jusqu'à présent. Je pense que j'en lirai d'autres, mais je crois qu'elle est assez peu... Elle est assez peu traduite en français. Il me semble qu'elle est l'autrice d'une bonne vingtaine d'ouvrages et je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont traduits. Après, c'est une autrice espagnole, donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller choper les bouquins en espagnol. Mais c'est vraiment une très très belle histoire. Il y a un côté super feel good. Je vais essayer de choper des citations. Il y en a quelques-uns. La vie à deux s'était hérissée comme une chatte furieuse. Rien ne vieillit aussi vite que l'amour mal aimé. Ces menaces le laissent impassible. Les très grandes peurs protègent des petites craintes. Tout possédait cette laideur tellement absolue qu'elle était presque équivalente à de la cécité. Ce que nous appelons la folie n'est qu'une tentative désespérée de moins souffrir. Bon, celle-là, elle est très belle. Raluca est une planète. Raluca est la Terre flottant dans l'espace, bleue et verte et blanche de la crème fouettée des nuages, une boule ensoleillée et fulgurante, aussi belle que la plus belle des perles, dans la noirceur solitaire du cosmos. Et Pablo est un météore qui tombe frénétiquement vers elle, piégé par l'inexorable loi de la gravité. Celle-là, elle est très intelligente. Les religions ont été inventées pour tenter d'octroyer au mal une place dans ce monde. Enfin, je vous le conseille, moi. C'est vrai que de relire ces citations-là, ça me rappelle une lecture qui a, je pense, bien 2 ans. Je pense que c'est 2021. Je crois que c'était une lecture de 2020 ou 2021. Et il y a vraiment un style, quoi. On sent vraiment qu'il y a la patte de l'auteur, que ça pourrait carrément être un film. Franchement... Donc je vous conseille très fort ce livre qui est en format numérique. Je pense que c'est chez Métellier aussi, parce que c'était cette même couverture. On va passer ensuite à Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. C'est un livre que j'ai lu aussi en format numérique, que j'ai chopé je ne sais plus où exactement, parce que de temps en temps je me remplis mon panier et puis hop, je télécharge et zou. Et en fait, Morgane Moncomble, si vous voulez, j'ai pas mal d'amis qui lisent de la romance. Là, on est vraiment de la romance. Elle est publiée chez Hugo Roman, il me semble. Ces temps-ci, si je me trompe pas, elle publie un automne pour te pardonner, un hiver pour te... je sais plus quoi. Enfin, elle a une quadrilogie de livres sur les 4 saisons au niveau de l'actualité. Elle a écrit aussi L'As de pique et L'As de cœur, je ne sais plus dans quel sens ça se lit. Et Nos âmes tourmentées, j'en ai parlé un tout petit peu dans la vidéo que j'ai faite sur les 2 livres de Colleen Hoover, à savoir À tout jamais et Jamais plus, qui parlait notamment de violence conjugale, donc avec tout ce qui va bien avec, donc violence physique, violence morale, on peut avoir du syndrome de stress post-traumatique, viol conjugal, etc. C'est un livre qui... Enfin, je parle très rapidement de Jamais plus. C'est un livre qui m'a foutu vraiment mal et qui m'a mise en colère surtout par l'absence des trigger warnings. La note d'auteur, en fait, elle aurait dû être au début de ce livre pour peut-être permettre d'orienter un petit peu la lecture du lecteur et surtout de l'avertir de la présence de ces thématiques-là. Et enfin bref... À tout jamais, justement, je crois que à tout jamais, je ne lirai plus jamais Colleen Hoover. Mais Nos âmes tourmentées m'a été conseillé par une copine qui l'a lu il y a quelques mois, qui l'a vraiment apprécié. Et c'est vrai que c'est un livre que j'ai lu assez rapidement, mais j'ai dû faire des pauses. Parce que, là aussi, c'est pas évident. Mais c'est pas évident. Par contre, il y a des trigger warnings, il y a des avertissements. Il y a les numéros d'appel en cas de viol, de violence faite aux femmes, de cyberharcèlement, de suicide. Ça, c'est très bien. Là-dessus, Hugo Roman, Morgane Moncomble, bravo. Et donc, Nos âmes tourmentées, comme je peux vous le dire là, c'est pas évident, en fait. C'est une lecture qui n'est pas évidente parce que les sujets sont archi casse-gueule.
parce qu'il faut vraiment travailler de manière fine les personnages qui ont subi ce genre de choses. Et c'était vraiment écrit de manière très fine par une jeune femme qui n'avait que 23 ans à l'occasion de la publication de ce roman-là. Donc franchement, moi, je vous tire mon chapeau, Morgane Moncomble. Je vais vous trouver un résumé. Ah, il est très bien noté. Hein. Chez Babelio, il est noté 4,59 sur 5 sur 1677 notes. Pourra-t-il lui redonner le sourire? Lorsqu'Azalea revient à Charleston, sa ville natale, ce n'est pas de gaieté de cœur. Elle a préféré partir quelques années auparavant pour échapper à ses souvenirs pénibles et pour remettre le plus de distance possible entre elle et ceux qui lui ont fait du mal. Sa mère, avec qui elle n'avait plus aucun lien, vient de mourir, lui laissant sa maison et une succession à régler. La voilà de nouveau dans la maison familiale, pour un temps qu'elle espère le plus bref possible, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance d'Eden, son nouveau voisin. Il est charmant, amusant, différent des hommes qu'elle a rencontrés jusqu'alors. Il lui donne envie de changer, de bousculer le fragile équilibre qu'elle avait trouvé loin d'ici. Peut-être même de céder à son attirance, de vivre heureuse à nouveau, tout simplement. Mais cela impliquerait de rester à Charleston. Est-elle capable de faire table rase du passé, d'oublier tout ce qui s'est passé ici? Eden a ses propres fêlures, mais il est prêt à l'aider. Azalea a un long chemin à parcourir, mais il pourrait la conduire vers l'amour et le bonheur. Je ne vous cache pas que c'est un bouquin qui n'est pas évident à lire. Je vais commencer juste rapidement par une petite critique qui, je pense, relève plus de l'éditeur et du travail de relecture et correction que de Morgane Moncomble. Il y a des répétitions. Moi qui fais de temps en temps un petit coup de bêta lecture pour des copines, et ben, il y a des répétitions. Et bon, bah, c'est pas dramatique non plus, mais disons quand il y a deux mots qui se répètent sans volonté d'effet de style dans deux phrases qui se suivent, bah, c'est une répétition. Donc il faut trouver un synonyme. Et bon, ça c'était vraiment pour chipoter. On a donc le personnage d'Azalea, ou Azalée, parce qu'elle a le nom en français aussi des fois. Azalea, c'est une jeune fille qui doit avoir 23-24 ans, qui est partie vivre à New York, qui a tout simplement en fait claqué la porte, s'est barrée de la ville de Charleston sans prévenir personne et qui n'a surtout rien dit, qui n'a surtout pas dit où elle allait, n'a donné aucune nouvelle à personne. Donc elle laisse derrière elle sa mère, son beau-père, son petit ami, son meilleur ami, le groupe de potes, etc. Je ne vais pas vous dévoiler la grosse raison de ce départ, mais en gros, c'est une jeune fille qui... il s'est passé plusieurs choses dans sa jeunesse, dans son enfance et à ses 16 ans. Et quand elle a réussi à en parler, sa mère ne l'a pas cru. Elle a eu besoin de retrouver en fait un peu le contrôle de sa vie, de sa sexualité, etc. Et donc elle a eu plusieurs amants quand elle était adolescente et elle s'est fait une petite réputation. On lui a fait une petite réputation de pute de bishop parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'elle vivait librement sa sexualité et qu'elle ne restait pas en couple avec un garçon. Et si vous voulez, c'est une fille aussi qui... on apprend qu'il y a eu du harcèlement donc, de la part de ses camarades de lycée par rapport à un comportement qu'ils jugeaient comme mauvais. Donc ils l'ont catégorisé pute ou salope et traînée, etc. Et disons qu'elle l'a assumé jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce que le harcèlement soit trop, jusqu'à ce qu'à la maison aussi ce soit trop compliqué et qu'elle se retrouve dans une position où en fait elle n'avait plus personne vers qui se tourner parce que la personne qui aurait pu l'aider ne l'a pas cru, sa mère, parce qu'elle ne voulait pas en parler vraiment à son petit ami ou à son meilleur ami.
et parce elle subissait du harcèlement. Donc je vous laisse imaginer le niveau de souffrance. Et donc cette jeune fille, Azalée, à la mort de sa mère avec qui elle a coupé les ponts pendant des années jusqu'à sa mort, depuis son départ de Charleston à New York jusqu'à la mort de sa mère, elle est bien obligée de revenir dans la ville parce qu'il y a la maison à vider peut-être, vendre, etc. Et le but d'Azalée en arrivant là, en fait, c'est de faire un peu profil bas pour pas qu'on la reconnaisse, pour pas surtout que ses amis, ses anciens amis la reconnaissent, et pouvoir vendre la maison et se barrer rapidement. Ça va pas se faire comme ça. Alors, Azalée, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Elle est assez sarcastique. Ça peut être un personnage qui peut... ce niveau de sarcasme, de blague, pas forcément très drôle d'ailleurs, parce qu'elle y va pas avec le dos de la cuillère. Chez un autre personnage, ça pourrait faire un peu penser à l'héroïne badass qui a une grande gueule en gros. On n'est pas là. Tout ce qui se passe dans la tête d'Azalea est vraiment bien justifié par son vécu et par comment ce vécu a modelé la femme qu'elle est. Et le truc que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une bonne partie de ces chapitres de point de vue, parce qu'il y a une alternance entre les points de vue d'Azalea et de Eden, son voisin beau gosse. Une partie des chapitres d'Azalea commence par son podcast, parce qu'elle a un podcast anonyme, mais où elle parle en fait de féminisme, et qui rencontre un succès plutôt honorable, hein, disons que ça tourne. Et ce podcast féministe commence par dire patriarchy. Vous admirerez mon accent en anglais, mais ça peut être qu'une phrase, ça peut être un petit paragraphe sur des éléments en fait qui permettent de déconstruire des comportements qui sont sexistes envers les femmes, ou sexistes aussi envers les trans, etc. Au début, je me suis dit, bon, ça va me gonfler, parce que, bon, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, j'aime pas trop qu'on vienne un petit peu me dire, faudrait que tu penses comme ça. Sauf que c'est pas le cas. Je trouve que c'est bien amené. Je trouve que c'est bien dosé aussi dans l'histoire, c'est pas je me suis pas sentie matraquée de féminisme, de militantisme, de bonne façon de penser. Et surtout, ces petits extraits du podcast d'Azalea, ils évoluaient en fonction de l'histoire qu'on suivait. Et donc, The Boy Next Door, c'est Eden. Eden qui vit tout seul dans une maison aussi en bord de mer, qui est mécanicien, qui est beau gosse et tatoué et compagnie, qui a un petit passif quand même aussi. Mais il a un bon passif, mais disons qu'il a un peu mieux rebondi. Ça reste fragile, les deux sont super fragiles. Donc ça reste vraiment fragile aussi du côté d'Eden, mais je trouve qu'il fait mieux face. Enfin, mieux face. C'est pas évident. C'est pas évident d'en parler sans en dire trop, mais en le disant un petit peu quand même. Enfin, disons qu'il a un vécu qui est vraiment pas évident du tout, et il a les épaules en fait. Vous sentez que c'est un gars qui a les épaules. Vous sentez qu'Azalée aussi a les épaules. Mais jusqu'à quel point pour les deux? Donc ils vont commencer à un petit peu se chicaner parce que l'un comme l'autre n'ont pas leur langue dans leur poche. Et le truc assez marrant, c'est qu'ils se rencontrent en fait un petit peu par le biais du chien d'Eden qui doit squatter un petit peu la terrasse. Et en gros, Azalée a pris l'habitude de lui filer à bouffer. Je trouvais ça mignon. Donc c'est assez rigolo. Et il y a
Quelques scènes aussi qui sont un petit peu plus légères, un peu type rom-com où le personnage féminin peut être un petit peu tourné en ridicule parce que elle a un petit côté gaffeuse. Donc de temps en temps, elle fait une bourde, donc mais elle l'assume. Hein. Je trouve qu'elle a une... J'ai pas envie de vous dire le truc, mais c'est une scène qui aurait pu tout à fait se retrouver dans un film, dans une rom-com, un petit peu ridicule, mais qui peut arriver. Ça m'est pas spécialement arrivé, mais ça pourrait, on sait jamais. Mais bref, enfin, c'est en gros une scène de nudité qui n'était pas franchement glorieuse et de porte fermée. Donc voilà, c'était ça. Et c'est assez drôle. Et une fois qu'ils vont commencer à s'accrocher, enfin au début, c'est conflictuel parce que Azalea, elle veut se lier avec personne avant de retrouver sa bande d'amis, parce qu'évidemment, elle est connue et ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est partie. Elle est partie il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Et ils vont devenir amis. Et on sent qu'il y a quand même de l'attraction. Donc au tout début, ils sont mignons. Ça se tourne un petit peu autour. Ça flirte. Mais je pense qu'il pourrait avoir des panneaux lumineux qui ne seraient pas moins discrets. C'est vraiment cool. Et Eden, il sent qu'il y a quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose chez Azalée qu'elle ne dit pas. Et Eden, lui, ce qui va un petit peu le gêner, c'est que lui, il s'est dévoilé. En fait, Azalée était tombée sur un article le concernant, un article de journal le concernant. Et du coup, Eden, qui assume cette partie de sa vie et les autres parties aussi qui ont été plus compliquées pour lui, il lui a raconté sa vie, il s'est confié, etc. Et sauf qu'Azalée ne dit rien. Et donc Eden, ça le gonfle. Et il y a toute une... je ne vous ai pas encore dit de quoi ça cause, mais je vous ai parlé des trigger warnings. Et je trouve qu'en fait, quand ce truc-là va leur péter à la gueule, parce que ça va finir par leur péter à la gueule, c'est vraiment très bien amené dans les réactions d'Azalée, dans les réactions d'Eden, du groupe d'amis, des réactions qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Parce que elle a quand même la réputation qui traîne toujours d'être une traînée, d'être une menteuse aussi. Ça, faut se le garder en tête. Et quand l'affaire en fait va être rendue publique, parce que Azalée prend une décision, je trouve que j'en ai des frissons rien que d'en parler. Morgane Moncomble a vraiment réussi à si bien comprendre ces personnages que leurs réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, enfin mauvaises dans le sens où il fallait peut-être pas dire ça, tout est cohérent. Tout est parfaitement cohérent. Et là où Morgane Moncomble a réussi, je pense, à aborder ces thématiques qui sont ultra casse-gueule pour moi, c'est que c'est pas resté un secret et c'est que ça a été judiciarisé. Il y a eu un dépôt de plainte. Je ne dis pas plus, mais je vous préviens, si vous êtes concerné par du cyberharcèlement, des violences faites aux femmes, le viol, le suicide, le lisez peut-être pas. C'est un livre qui finit bien. Mais on sent en fait que c'est vraiment le début de leur histoire, une fois que cette histoire-là est passée. Et l'autre histoire aussi d'Eden par rapport à quelque chose qui est très important pour lui. On sent que c'est tout fragile en fait. Ils sont tout fragiles ces deux-là. Mais ils se soutiennent. Ils sont là l'un pour l'autre. Ils se connaissent. Ils anticipent un peu les besoins de l'autre, etc. Et c'est tout fragile, mais on sent que ça va rouler. Là où je trouve que dans À tout jamais, Colleen Hoover, elle s'est plantée. Elle s'est plantée parce que Ray, le personnage principal d'À tout jamais, qui est violent avec Lily, il s'en sort les doigts dans le nez. Tout va bien, c'est normal, c'est pas grave. Et c'est un message que j'ai profondément détesté
Mais lisez Morgane Moncomble. Franchement, lisez Morgane Moncomble. Lisez Accord conclu de Sarah Fay aussi, qui est beaucoup plus léger, mais qui a quand même des thématiques qui sont peut-être un petit peu plus difficiles aussi. Pas celle de Morgane Moncomble ou Colleen Hoover, mais j'aime bien. On sent une intelligence chez Sarah Fay, et je dis pas ça uniquement parce que je suis sa partenaire dans 2024. Donc je vous reparlerai du travail de Sarah Fay d'ici quelques semaines. Cette vidéo est beaucoup trop longue et ça va être très chiant à monter. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bonnes références de romance, que ce soit du genre de la romance ou un livre où il y a de la romance, ou du mauvais aussi. Parce que pour la petite histoire, je m'étais dit, allez, je vais peut-être faire un peu comme les autres youtubeuses, je vais essayer de me mettre à la dark romance pour faire une vidéo. Donc j'ai commencé à lire Captive sur Wattpad, pas folle la guêpe. Non, mais c'est juste pas possible. Déjà, c'est extrêmement mal écrit. En plus, le style, c'est super plat. J'ai l'impression que les personnages sont un petit peu bas du front. C'est pas terrible. Bon, bref, je ne me sacrifierai pas pour la science, pour Captive de Sarah Rivens. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi et c'est objectivement mal écrit sur les quelques chapitres que j'ai lus. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des références de romances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Je jetterai un œil. Parce que j'aimerais bien en lire un petit peu aussi. Peut-être plus de la romance contemporaine, mais j'aime bien l'historique aussi. Parce que j'aime bien le travail sur la place de la femme. Comme on peut avoir sur Jane Austen, par exemple, ou dans les bouquins de... moi, j'ai lu que des Sœurs Brontë, je n'ai lu que Jane Eyre et Léo de Hurlevent. Mais par exemple, La Lettre écarlate, je surkiffe. Je vous conseille de le lire, si vous voulez, sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne et Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, je les trouve très, très modernes. À tout bientôt, rêvez tout grand et lisez des choses qui font du bien à votre petit cœur aussi palpitant. Moi, j'ai besoin de lecture un petit peu plus légère après. On va partir sur de la jeunesse ou du young adulte. À bientôt, bisous tout le monde!